Salut à tous. Alors j'ai décidé de faire des maths sur cette chaîne, voilà, donc moi j'adore les maths, on a fait de l'écologie jusque là, bah tiens aujourd'hui on fait des maths. Voilà, et j'ai trouvé un super sujet qui sont les fonctions holomorphes. Il n'y a pas grand chose sur YouTube qui parle de fonctions holomorphes, donc je peux me permettre de lancer un petit cours comme ça, un peu à l'arrache. Vous allez voir, c'est pas un cours qui est pas si simple, hein, c'est un cours de niveau L3, mais à la fois c'est une des plus belles théories mathématiques qui existent, hein, clairement. Les fonctions holomorphes, c'est vraiment une théorie avec des théorèmes très surprenants en fait, enfin c'est joli, c'est des complexes, et tout se passe bien dans les complexes, tout est magnifique. Donc c'est un très gros cours, voilà, donc je m'appuie sur un polycopier que je mets en description bien entendu, polycopier de Dominique Hulin, je l'embrasse si un jour elle voit cette vidéo, c'était une de mes meilleures profs et je lui dois beaucoup, voilà, donc merci beaucoup. En fait, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je tiens à dire que les prérequis, c'est une parfaite connaissance du programme de terminale, clairement. Donc les fonctions, les dérivés, les nombres complexes. Si vous n'êtes pas à jour là-dessus, c'est même pas la peine. Et ensuite, on va utiliser pas mal de choses de L1, L2, donc des espaces vectoriels, on va faire des algèbres, on va faire des différentiels, des fonctions de plusieurs variables réelles. Enfin, on va surtout faire des fonctions de deux variables réelles. Voilà, des intégrales, des choses. Bon, on va utiliser des outils divers et variés. Je réintroduirai un petit peu les choses, on va essayer de faire un cours un peu élémentaire. Mais on va essayer, on va voir jusqu'où ça va. Je pense qu'il y a plein de vidéos à faire sur les fonctions holomorphes. Et ben, on commence tout de suite. Et donc, fonction holomorphe, première question, bah, c'est quoi une fonction holomorphe? Je fais un plan comme ça, on va voir comment il tient. Petit 1, qu'est-ce qu'une fonction holomorphe? Voilà, ok. Donc, une fonction holomorphe, en fait, bah déjà, c'est une fonction de séquencée. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Donc, une fonction de C dans C, c'est tout simplement donc une fonction qui prend un complexe et en fait un autre complexe, tout simplement. Et donc, en fait, on va voir déjà des exemples, juste pour se positionner comme ça. Bon, voilà, quelques exemples de fonctions complexes. Allons-y. Bon, du coup, ça, vous avez compris. Hop là, on y va. Hop, c'est ma nouvelle mascotte, hein, vous allez voir, il est trop cool. Puisqu'on fait tourner nos neurones ici, en fait, c'est un neurone. Ouais, c'est trop bien. Bon, donc, exemple. Donc, on dit Z appartient à C. En gros, quand on fait des fonctions holomorphes, en général, quand on fait des fonctions réelles, donc de R dans R, on utilise X comme variable souvent, des fois T, hein, mais voilà, donc c'est f de X égale machin, ouais. F de X égale X carré. Pour montrer que c'est un complexe, on a tendance à utiliser Z. Voilà, c'est juste une convention de notation. Alors par exemple, on a quoi comme fonction? Par exemple, on a, à partir de Z, on peut transformer par exemple en AZ plus B. Voilà. Ça, c'est une fonction affine, d'une certaine manière, ou autrement dit, pour les complexes, une similitude. Similitude directe, pour être exact. Voilà, donc avec A et B qui appartiennent à C. Voilà. Autre option, par exemple, Z donne Z carré. Hein. Voilà, on peut multiplier Z par lui-même, ça marche. Ou Z donne Z puissance N, ça marche aussi. Allez, encore plus simple, les fonctions constantes. Z donne A appartenant à C aussi. Voilà, un petit peu de zoologie, hein, tout simplement. Alors, pour des trucs plus spécifiques des nombres complexes, on a une fonction qui fait AZ fait correspondre Z bar, donc c'est conjugué. Et donc on va voir typiquement que ça c'est une fonction qui n'est pas holomorphe. Voilà. Donc je rappelle que si on prend x plus y, donc ça c'est la notation algébrique, si je fais ça, le conjugué de ça, bah, c'est tout simplement x moins iy. Ok. Donc ça c'est une notion assez importante, le conjugué. Et donc on va voir que le conjugué n'est pas holomorphe. Mais il y a d'autres fonctions qui sont assez spécifiques des complexes qui ne sont pas holomorphes. Donc z donne module de z, c'est pas holomorphe. Z donne partie réelle de z, ça c'est pas holomorphe. Pareil pour la partie imaginaire. Pour finir, il y en a une petite, j'ai la place, il y en a une petite qui est assez sympa, voilà, c'est z donne exponentielle de z. Ça, on la verra pas tout de suite,
mais c'est aussi une fonction holomorphe. Sa définition, c'est donc si on a z égale exponentielle x plus iy, et ben ça nous fait exponentielle x fois cos y plus i sin y. Voilà. Bon, j'avais pas assez de place pour faire tout ça. Donc ça, c'est des exemples typiques, hein. Voilà, des choses que vous devez connaître. C'est pas très droit tout ça, hein. Ouais, bon, bah c'est la vie. Donc, ça, c'est des exemples que vous devez connaître, hein. Ouais, si vous savez pas ce que c'est que ces fonctions-là, allez reprendre ça avant de prendre la suite, parce que je vais pas y revenir. Voilà. Et donc, en gros, l'idée maintenant, c'est donc... l'idée, ça va être de dériver ça. Voilà. Donc, comment on fait pour dériver une fonction? Et ben voilà. On sait dériver les fonctions réelles, la question c'est est-ce qu'on sait dériver les fonctions complexes? Est-ce qu'on sait dériver les fonctions de séquencées? C'est ça la question qui va nous occuper pendant tout ce cours. Et on peut se dire, bah tiens, comment on va faire? Voilà, j'ai une fonction, je vais la dériver. Et ben, après tout, on sait dériver des fonctions, hein. Et ben, on y va. C'est quoi la définition de la dérivée d'une fonction? Donc on dit, bah, dérivation, petit b, dérivation. Et ben en fait, on sait que dans R, on dit quoi? Bah, une fonction est dérivable si il y a une limite au taux d'accroissement, tout simplement. Et ben en fait, on va écrire exactement la même chose. Définition. Voilà. Jusque-là, on se dit, bah tiens, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, ça a l'air de bien se passer. Alors, soit f de c dans c. Alors, f est c dérivable, donc dérivable au sens de c, au sens complexe, c c'est dérivable en Z0 appartenant à C, si et seulement si il existe un certain complexe alpha qui va être la dérivée, tel que limite quand h tend vers 0, mais h est un complexe, du taux d'accroissement f de z0 plus h moins f de z0 sur h égale alpha. Voilà. Jusque-là, rien de mystérieux, hein. Clairement, on vient de dire quoi? Que f et ses dérivables en z0 si son taux d'accroissement quand en z0 et ben, a une limite finie appartenant à c. Voilà. Bon, alors là, rien de très mystérieux. On se dit, bah, ce cours-là, en fait, c'est un cours d'analyse réelle tout bête. Enfin, je veux dire, pourquoi faire un cours différent, quoi? Voilà, donc on notera, on note alpha égale, voilà, f' de z0. Voilà. Donc, f' de z0, ça va être cette limite-là. Ok. Et ben, en fait, le truc qu'on va voir, c'est que ça, c'est pas du tout pareil que sur R, en fait. Sur R, qu'est-ce qui se passe? On a, quand on fait une limite de taux d'accroissement comme ça, en fait, on fait une limite à droite et une limite à gauche. On dit, je prends la limite à droite du taux d'accroissement, c'est la dérivée à droite. Je prends la limite à gauche du taux d'accroissement, c'est la dérivée à gauche. Si les deux limites sont égales, eh bien, on voit que la fonction est dérivable, et donc la limite commune, c'est la dérivée. Voilà. Et bien là, en fait, le truc, c'est que il y a 1000 manières différentes de tendre vers h. Voilà, c'est ça la subtilité. Donc, pour h de tendre vers 0, z0. Donc, si je fais un petit dessin, où est-ce que j'ai la place de faire un petit dessin? Disons que j'ai z0 ici. Et ben, si je veux faire h qui tend vers z0, ben, je peux tendre vers z0 comme ça, mais aussi comme ça, mais aussi comme ça. Et je peux même carrément dire, je pars de là, je fais un peu ma vie, limite je tourne autour,
et je vais tendre vers être 0 comme ça, ou même tendre vers 0 en tournant autour indéfiniment. Donc il y a 1000 manières de tendre vers Z0, enfin il y a une infinité de manières de tendre vers Z0, et c'est ça qui va être en fait beaucoup plus contraignant, et va faire que des fonctions qui ont l'air toutes simples, en fait, vont pas du tout être dérivables au sens des complexes. Et donc on va voir que la classe des fonctions holomorphes est finalement une classe assez restreinte. Alors, on continue. On va essayer de dériver. Alors, donc, à nouveau, exemple. Alors, on avait vu quoi comme fonction? On reprend celle qu'on avait vue. Alors, on avait f1, bon non, on va juste l'appeler f. F, c'était z envoie z sur a plus z plus b. C'était donc une similitude directe, une fonction affine. Et là, qu'est-ce qu'on fait? F de z0 plus h moins f de z0 sur h. Je prends sa limite quand h tend vers 0. Je le calcule. Hein. Ça, c'est quoi? C'est a fois ça plus b. Bon, az0 plus ah plus b moins az0 ici moins b sur h. Bon, voilà, hein, ça dégage. Ça dégage avec ça. Hop, voilà, ça dégage avec ça. Voilà, et ça nous fait... Ah oui. Évidemment, c'est limite quand h tend vers 0. Et donc ça me fait... en fait, il reste quoi? Il reste limite quand h tend vers 0 de ah sur h. Voilà, ça fait a. Donc ça fait a. Voilà. Bon, donc ça, c'est pas surprenant. Je dirais une fonction affine. Le a reste, le z bar se barre, la constante se barre. Rien de surprenant. En fait, on voit qu'on a utilisé la même preuve que pour les réels. Donc ça va pas donner quelque chose de différent. Pareil, si je prends une autre fonction, je l'appelle toujours pareil, mais sauf que je la change. Voilà. Qui au lieu de faire z, hop, je fais z2. Voilà. Et là, on va obtenir quoi? Ici, on va obtenir z0 plus 2h z0 plus h carré moins z0 carré sur h. Alors, ça dégage, et dégage pour simplifier. Donc ça fait limite de donc 2h z0 sur h, regarde, simplifié z0 plus h sur h égale la limite de z0. Donc la dérivée de la fonction carrée, c'est la fonction qui à z fait correspondre de z. Rien d'extraordinaire en fait, hein. Jusque-là tout va bien. On pourrait en tester d'autres, hein, vraiment, en fait on va voir que toutes les formules usuelles qu'on a, en fait, elles fonctionnent toujours pareil. Et par contre, on va voir là le moment où ça commence à se corser. Après l'exemple, les contre-exemples. La première contre-exemple que je peux prendre, c'est, je prends par exemple z donne partie réelle de z. Ça, c'est pas une fonction qui a un analogue sur R. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre la fonction partie réelle et on va noter des choses un tout petit peu différemment. On va dire z0, c'est x0 plus y0 pour bien mettre en valeur la partie réelle qui va être donc x0. Et on va dire que h, c'est a plus ib. Ok? Et donc, ça me fait limite. La limite de décroissement, c'est limite quand h tend vers 0. De f de z0 plus h moins f de z0 sur h, mais c'est aussi égal à limite h tend vers 0, ça veut dire que a et b tendent vers 0 en fait. C'est en fait un peu de la manière qu'ils veulent, ils peuvent bouger un peu quand ils veulent pour faire tourner h autour du point z0, etc. Mais ils vont tendre vers 0 à un moment autre. Donc c'est limite quand a tend vers 0 et b tend vers 0. Ok? Et du coup, partie réelle de z0 plus h, c'est partie réelle de z0 plus partie réelle de h, donc c'est z0 plus a. La partie réelle, non c'est x0, pardon, x0 plus a. La partie réelle de z0, c'est x0 moins x0. Et sur a plus ib. A plus ib, c'est h. Ok? Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Bon, les x0 sont et donc ça me fait limite quand a tend vers 0
et b tend vers 0 de a sur a plus ib. Et là, en fait, on voit que ça, c'est pas du tout évident. Parce que, en fait, ça va dépendre de la manière dont a et b tendent vers 0. Si a tend vers 0 avec... et si on dit, en fait, si on dit dès le début, b égale 0. Bon, pour que b tende vers 0, on peut le faire tendre vers 0 très vite, même égale 0, puis on fait tendre a après, quoi. Bah si on fait ça, si on dit b égale 0, puis a tend vers 0, et ben, on va se retrouver a sur a plus 0, bah ça fait a sur a, ça fait 1. Et donc, par exemple, cette limite, ça pourrait être 1. Et qu'est-ce qui se passe, par contre, si je dis bah, a tend vers 0 tout de suite et b tend vers 0 après? Et ben, en fait, j'obtiens 0 sur 0 plus ib, ça fait 0 sur ib, ça fait 0. Et donc, cette limite peut être 1 ou 0. Et donc, en fait, cette limite n'existe pas. Donc, cette limite n'appartient pas à C. Ok, donc en fait, on vient de voir qu'il n'y a pas de limite du taux d'accroissement de cette fonction, de la fonction partie réelle, quand a tend vers 0. Quand a et b tend vers 0. Quand h tend vers 0, il n'y a pas de limite générale. La limite, elle peut être variée, c'est pas toujours la même. Et c'est sans ça qu'on dit donc partie réelle n'est pas C dérivable. En fait, elle est même C dérivable nulle part. Voilà, donc ça c'est le premier cas de fonction qui n'est pas C dérivable. Et donc ça c'est clairement un truc, ouais, c'est pas intuitif ça. Et donc, ben, on voit que du coup, il y a des fonctions comme ça qui sont C dérivables, des fonctions qui ne sont pas C dérivables. Et la question qu'on va se poser, c'est ben, quand est-ce qu'une fonction est C dérivable, quand est-ce qu'une fonction n'est pas AC dérivable. Et donc ce qu'on a vu là ici, c'est que si j'ai Z0 ici, et ben je peux tendre vers Z0 comme ça, ou tendre vers Z0 comme ça, ou comme ça, ou comme je veux. Si toutes les limites sont pareilles, on est C dérivable. Si toutes les limites sont pas pareilles, et ben on n'est pas C dérivable. Et alors du coup, moi je me dis, bon bah, comment on démontre, comment on cherche un critère, comment on sait qu'une fonction elle est C dérivable ou pas C dérivable. Du coup, j'ai pris cette formule-là, je l'ai bidouillée, et puis j'ai essayé de voir quelles conditions sur S il fallait avoir, et en fait c'est pas évident du tout. Voilà, c'est pas du tout quelque chose qui est donné. Et donc, le problème, c'est que, ben, en fait, cette formule-là est un peu limitée. On ne sait pas trop quelles sont les vraies conditions sur F pour faire en sorte que ce soit C dérivable. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par une autre formule. Donc, on va passer en fait par la formule du développement limité à ordre 1 qui va nous donner un critère de dérivabilité qui, lui, va s'étendre. Et on va comprendre en fait à quel point c'est contraignant d'être dérivable au sens des complexes. Et donc, mais bon, on verra ça donc dans le prochain cours. Et en attendant, on va s'arrêter là. Je vous donne comme petit exo, voilà, donc vous prenez les fonctions qu'on a mis en exemple tout à l'heure. Voilà, je vais peut-être les remettre dans la description si possible. Vous les prenez, et puis pour chacune de ces fonctions, vous voyez, vous prenez la formule et vous essayez de faire la limite. Puis vous voyez si vous trouvez un truc ou si vous trouvez une contradiction. Si vous trouvez un truc, hop, la bonne limite, etc., vous allez montrer que c'est dérivable, ou peut-être montrer d'ailleurs souvent que c'est dérivable sur C tout entier, ou sur une partie de C. Vous pouvez faire avec d'autres fonctions, par exemple z donne 1 sur z, ou autre, vous pouvez voir ce genre de truc. Voilà, essayez, amusez-vous, voyez ça. Et puis, vous voyez quand aussi c'est pas dérivable, quand vous pouvez réussir à trouver une manière de tendre vers RZ0 qui donne un résultat, et une autre manière qui donne un autre résultat, pour montrer que c'est pas assez dérivable. Voilà. Entraînez-vous un peu avec ça. Voilà, on a vu la base de base des fonctions holomorphes. Et la prochaine fois, on verra donc un critère pour montrer que la fonction elle est holomorphe ou elle n'est pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, etc., etc. Et je vous dis à la prochaine. Salut!